Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons Kimberley Leonetti, bonjour, Bonjour. psychologue clinicienne. On va parler de ce qui est mis en place dans 9 écoles pilotes en Corse, les cours d'empathie, Mhm. donc dans les classes de primaire. Quel est votre premier sentiment lorsque vous avez entendu ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, j'étais assez partagée. Je me suis d'abord dit que ça me paraissait quand même intéressant, parce qu'en effet, j'ai l'impression que l'empathie, ça peut s'apprendre. Là où la compassion, peut-être, est plus naturelle. C'est-à-dire notre façon, admettons, de regarder un film, de transposer sur un des personnages, de sentir une émotion à travers elle. L'empathie, normalement, a cette petite différence qu'on n'est pas censé ressentir une émotion, mais bien comprendre l'émotion de l'autre. Ce qui fait une nette Une nette différence. différence. Ouais, ce On qui fait une la, nette on la fait différence. pas dans la vie de tous les jours, mais Exactement, c'est exactement. important, cette précision de Oui, vocabulaire est importante. oui. Et finalement, alors ça a été beaucoup avancé par des sociologues, par des psychologues, par des psychiatres, que comprendre l'autre sans se mettre à sa place, c'est bien toute la différence. C'est bien ce qui fait qu'on se protège aussi, qu'on se permet de ne pas être bousculé par beaucoup d'émotions qui ne sont pas les nôtres. Et donc j'espère, alors je ne sais pas comment on va exactement se mener ces cours d'empathie, parce que quand même ça se fait sur plusieurs années. Alors par exemple au Danemark, ça se fait quand même, si j'ai bien compris, de la maternelle, enfin, je crois des 6 ans aux 16 ans. Donc en 10 ans, il y a de quoi, il y a de quoi apprendre sur l'empathie. On a moins de cours que ça en psychologie. Donc c'est aussi, voilà, je pense, enfin, j'espère en tout cas, apporter aux enfants la compréhension de l'autre, mais aussi la compréhension des émotions qui ne leur appartiennent pas. Vous avez l'impression que ça risque d'être un peu trop mécanique? J'ai l'impression que ça peut être un peu trop mécanique, oui. C'est-à-dire adapter un protocole d'empathie et ne pas le ressentir réellement. C'est-à-dire ne pas l'apprendre à travers la vie qu'ils mènent, mais à travers des exemples. Et en fonction de l'âge, je ne sais pas s'ils ont la maturité justement émotionnelle pour pouvoir gérer tout ce qu'ils ont à apprendre dans ces cours-là. Et puis sur du long terme, ça peut être même peut-être problématique s'il y a une situation que l'on n'a pas abordée à l'école, une situation d'empathie auquel on ne sait pas répondre, si on Comme, n'a si- pas maîtrisé ses propres comme émotions. si ça pourrait être un vide. Vous pensez? Alors, euh, s'ils ont compris le système, et normalement on le comprend quand même au fil des ans, c'est-à-dire que nous on a de l'empathie et pour autant on ne l'a pas réellement appris, euh, je pense qu'ils peuvent quand même réussir à gérer ce système-là d'empathie. Peut-être que nous aussi, on aborde l'empathie sans spécialement savoir qu'on l'aborde. C'est quelque chose qui se fait peut-être plus voilà, naturellement, au fur et à mesure, avec notre éducation, avec voilà, tous les éléments qu'on a captés du monde. Est-ce que vous pensez qu'on théorise trop, justement? Vous parlez de cette compassion naturelle que l'on Mhm. vit à travers son éducation, à travers les modèles que l'on peut voir autour de soi aussi, puis ses émotions. Quand on regarde un film, vous parlez Eh de oui. situations très simples. C'est une bonne question, c'est justement l'autre versant quand j'ai dit que j'hésitais un petit peu sur mon avis. J'ai l'impression en effet qu'on théorise beaucoup. Mais en même temps, parfois, les parents peut-être n'ont pas tous euh, les mots ou l'attitude ou le temps nécessaire pour pouvoir parler de l'empathie. Et je pense que ça fait aussi partie de l'éducation de l'enfant, de pouvoir parler de l'empathie, de pouvoir lui faire comprendre comment on gère l'émotion de l'autre, par exemple, comment on la comprend, à quel point il ne faut pas spécialement interpréter, parce que bon, je crois comprendre que dans ces cours, il y a aussi ne pas interpréter l'émotion de l'autre d'ailleurs, et le ressenti et la réaction surtout. Et dans le fait de ne pas interpréter, ce qui nous mène à ne pas juger, et donc limiter l'harcèlement. Voilà. Voilà. La logique serait là. La logique serait là. La En logique fait, serait là. le droit fil serait là. On va en Mhm. parler dès demain des différentes méthodes qui seront proposées, de votre Mhm. sentiment à vous en tant que spécialiste. À demain. Mhm. À demain. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons Kimberley Leonati. Bonjour. Bonjour. Psychologue clinicienne. On Mhm. parle de ces cours d'empathie qui vont être dispensés dans 9 écoles en Corse. Oui. Donc, vous nous avez livré hier votre sentiment sur ces cours. Comment est-ce qu'on aborde justement l'empathie selon vous? Alors, l'éducation nationale préconise plusieurs méthodes, mais on va chercher quoi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique? Alors, sur un plan émotionnel, on va normalement
aller chercher justement cette gestion, c'est-à-dire cette compréhension de l'émotion de l'autre et cette compréhension de sa propre émotion, et faire la distinction. Euh, j'ai cru comprendre que ça passait par beaucoup d'exercices, avec des mises en situation, et avec une interrogation justement avec ces enfants, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation. S'ils étaient le petit garçon de la situation, qu'est-ce qu'ils ressentiraient? Et finalement, l'idée, si je comprends bien quand même, mais ça me semble juste, c'est de mettre tous les ressentis de tout le monde à voix haute et de permettre aux enfants d'en déduire que finalement, chacun a sa propre interprétation de la situation. Et que son propre jugement n'est peut-être pas un jugement juste. Et donc apprendre à avoir un jugement juste. Ce qui me semble assez compliqué, donc, comme je disais hier, par rapport aux émotions ressenties, aux mots qu'ils sont capables d'employer, et finalement à la maturité aussi émotionnelle. On se rend compte qu'entre 6 et 16 ans, le niveau de maturité émotionnelle est très différent. Mais pour un enfant de même âge, pour un adolescent de même âge. C'est quoi la maturité émotionnelle? La maturité émotionnelle, c'est savoir mettre des mots sur ses émotions, les comprendre, ne pas se laisser aussi totalement déborder par elles. C'est-à-dire avoir un enfant qui est capable de dire je me sens triste. Et un enfant qui, par exemple, aurait tendance à frapper, par exemple, ou taper beaucoup d'éléments pour exprimer sa tristesse ou sa colère. Alors, on pourrait dire que dans le fait de ne pas réussir à verbaliser, il y aurait peut-être un petit manque à ce moment-là de maturité émotionnelle qui se régule au fur et à mesure de la vie. Très difficile pour un enfant de dire je me sens triste plutôt que de l'exprimer par des gestes, des cris, de la colère. Exactement. Et c'est là, je pense, tout le challenge, c'est peut-être de leur apporter des mots sur les émotions pour qu'ils puissent plus les exprimer et ne pas en arriver à une réaction plus physique. Si vous deviez, vous, aller dans une classe, faire un cours d'empathie, comment vous l'aborderiez? Bonne question. Je pense que j'essaierai déjà de comprendre ce que ça veut dire pour eux. En fonction des âges, bien sûr, mais c'est un peu partout, peu importe l'âge, pardon, le même schéma. C'est-à-dire qu'on essaie déjà de comprendre leur définition. Parce que d'apporter une définition trop théorique dès le départ, ce serait les plonger directement dans un schéma qui n'est pas le leur et ce n'est pas utile, c'est pas efficace. Donc je commencerai par ça, déjà. Et je leur demanderai de donner un exemple aussi. Parce que les enfants marchent beaucoup par métaphore, par comparaison. Donc d'aller chercher peut-être des exemples et de débattre ensemble et voilà, d'en discuter, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, voilà. Ça aide beaucoup à comprendre justement la position de l'autre, sa propre position, et du coup réguler aussi ses réactions en fonction. Il faut penser que l'objectif, c'est de diminuer l'harcèlement scolaire. Et ils prennent aussi voilà, en compte que si un enfant sait mieux discuter de ce qu'il ressent, peut-être que sa réaction physique ensuite est différente. Merci beaucoup Kimberley Leonetti. On va vous retrouver dès demain pour aborder un nouveau thème autour de ces cours d'empathie. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Kimberley Leonetti qui est notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour. Psychologue clinicienne. On parle donc de cette empathie qui sera mise en place au primaire dans 9 écoles pilotes. Vous nous avez dit, pour un même âge, il peut y avoir plusieurs types de réactions, plusieurs maturités émotionnelles. Il y a des enfants qui sont plus ou moins sensibles, il y a des enfants qui ont des pathologies, y compris liées à l'autisme, où on sait qu'aller capter l'émotionnel, c'est souvent difficile. Comment on gère tout ça ? Je pense que ça va être justement le grand challenge quand même aussi de tous ces cours d'empathie. Il faudra certainement avoir quand même une mention un peu spécifique pour ces enfants pour qui l'accès émotionnel est très difficile. Et non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que cérébralement, ce n'est pas accessible pour l'instant pour eux. On parle là plus des enfants qui ont des pathologies autour de l'autisme, par exemple. De l'autisme, certaines problématiques plus psychotiques, comme on appelle, qui apparaissent à l'adolescence, où l'émotion est un concept qui semble encore difficile d'accès, voire impossible d'accès.
Voilà, on va bien préciser que ce n'est pas une volonté de l'enfant Exactement, de ne pas avoir exactement. accès à cette émotion, mais Mmh. bien une transformation physiologique, on va dire, qui fait que Exactement, et ce c'est... serait intéressant aussi pour, les instituteurs, les professeurs, de se poser la question si dans leur cours d'empathie, un enfant ne réagit absolument pas, s'il n'y a pas justement, peut-être, d'autres questions plus psychologiques à se poser. Ça va permettre de révéler des choses. Ça va permettre, on l'a bien compris, de libérer la parole Mmh. aussi. Mais est-ce qu'on arrive à libérer cette parole avec simplement un cours, un groupe, un enfant qui aura du mal à s'exprimer? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va, on va dire, un peu livrer ses faiblesses Oui. au beau milieu d'un groupe? Est-ce que ça, c'est pas compliqué à gérer aussi? Ce serait, sublimer le moment que de se dire, que c'est la solution miracle aussi pour apaiser les tensions qu'on peut ressentir, dans une école ou dans des collèges. Bien sûr que ça peut donner des éléments quand même de compréhension pour certains, mais ça n'enlève pas aussi l'importance pour certains enfants de réagir par la violence. C'est leur, c'est leur méthode, c'est leur mode de fonctionnement. D'avoir de l'empathie ne va pas spécialement les aider à gérer leurs pulsions, par exemple. Et une pulsion violente, elle s'écoute. Elle s'écoute, elle se comprend et elle se fait de façon bien plus individuelle, là où les cours d'empathie seront collectifs. Comment on gère une pulsion violente d'un enfant? Alors, ça passe beaucoup par l'écoute, par la compréhension de ce qui déclenche cette pulsion. Ça passe par souvent quand même par des entretiens systémiques, c'est-à-dire en présence des parents, s'ils sont présents, au moins de la mère ou du père, ou d'autres personnes très importantes ou très influentes dans la famille. Et ce travail systémique, c'est important d'ailleurs de l'entendre comme un travail parce qu'il ne se fait pas que par l'enfant, mais aussi par les parents. Le pilier, il est là aussi, la réponse familiale, plutôt Là, familiale oui, qu'individuelle sur l'enfant. oui. Ça me semble très intéressant de pouvoir proposer la participation de parents aussi dans certains cours d'empathie. Parce- Peut-être une fois par trimestre ou une fois tous les 6 mois, je ne sais pas comment ils peuvent le faire, mais ce serait très intéressant, oui. Et toute la communauté scolaire aussi, pas seulement... Communauté scolaire, ça passerait par... ça passerait peut-être par les infirmières, ça passerait Ah oui, peut-être... Est-ce tout à que fait. vous intervenez en milieu scolaire, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Grâce à un gros travail qui a été fait par l'espace santé jeune, on a pu intervenir dans beaucoup d'écoles sur déjà qu'est-ce qu'un psy. C'était intéressant d'ailleurs d'observer que beaucoup d'enfants avaient de très jolies réponses là-dessus. Ensuite, on a parlé du harcèlement. On a essayé justement de les orienter vers la compréhension de la position de la victime et de la position du harceleur. On en parlera vendredi Avec de ces plaisir. interventions en milieu scolaire. En attendant, on va se retrouver demain. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons Kimberley Leonetti. Bonjour. Bonjour. On rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. On Mhm. parle du harcèlement à travers ces cours d'empathie qui vont être donnés, qui sont déjà donnés à titre d'expérimentation dans 9 écoles en Corse. Euh, Est-ce que ça peut, on a beaucoup parlé de ces cours d'empathie, pas beaucoup du harcèlement. Mhm. Vous disiez, c'est pas la solution miracle, c'est un des éléments qui va permettre de. Aujourd'hui, le harcèlement, comment vous le voyez, vous? Est-ce que vous recevez des enfants qui sont ou victimes de harcèlement, ou est-ce que c'est plus facile, on va dire, d'aller chercher le prétendu harceleur aussi, Mhm. d'aller capter, d'aller beaucoup écouter, c'est ce que vous nous avez dit hier. Oui. Alors, j'ai les deux. Alors, peut-être un peu plus d'enfants et d'adolescents qui se sentent victimes d'harcèlement. Alors, je dis qu'ils se sentent, mais qui le sont. Pas que, ils se sentent. Ce sont des enfants qui perdent tellement confiance en eux et qui ont tellement du mal aussi à dépasser leur sensibilité pour affirmer leur caractère que de pouvoir avoir quelques consultations, c'est très bénéfique. Et souvent, ça ne dure pas très longtemps. Ça ne demande pas des années, vous voyez, de psychanalyse comme on a l'impression parfois. Sur quelques séances, on arrive déjà à aller chercher ses propres petites ressources personnelles, et peu importe, psychique, personnel et psychique, et peu importe l'âge, finalement. Ça Ça, passe. Ça donne des outils pour ensuite réagir dans une cour de récréation sur un Exactement. réseau social. Oui, tout à fait. Ça donne des outils. Ça donne des outils qui finalement sont naturellement après mis en place. Le plus compliqué pour un enfant, c'est d'appliquer
quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne saisit pas ou qui est hors de ses capacités naturelles pour le moment. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, c'est pour ça que je parlais de ressources psychiques, mais ce qu'il est réellement capable de faire, et s'il ne l'est pas pour l'instant, construire avec lui cette capacité, pour qu'il puisse réagir, et, euh, et parfois, alors entre sa réaction peut-être, les cours d'empathie, l'identification de l'école d'un probable harceleur, on peut arriver quand même à résoudre cette problématique. On a en nous cette possibilité de réaction qui est enfouie parce qu'il y a un trop grand nombre qui est contre nous, on va dire. C'est un peu comme ça que le perçoivent les jeunes et les ados. Oui, tout à fait. On a en nous la possibilité. Euh, Ça demande quand même, pour le faire, de prendre en considération la problématique très tôt, le plus tôt possible. Malheureusement, il y a encore trop d'enfants, trop d'adolescents qui en arrivent à passer à l'acte sur un plan personnel parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Et en même temps, trouver des solutions, voilà, ça se fait pas seul, ça se fait en équipe. Ça se fait par les parents, ça se fait aussi par l'école, ça se fait parfois par le conducteur de car, ça se fait par l'infirmière scolaire, les dames de la cantine. Voilà. Tout le monde a son rôle à jouer aussi dans cette prévention et dans cette résolution aussi de problématiques. Ce qui, moi, me frappe souvent, c'est que le harcèlement, il arrive de plus en plus tôt. Avant, c'était peut-être Mhm. moins au lycée, mais au moins au collège. Là, il arrive à l'école primaire. Mhm. C'est Oui, alors il y a aussi le fait qu'on met plus de mots sur ce qui se passe. Donc on est un peu plus conscient, un peu plus réaliste aussi. Là où on parlait de simples jeux d'enfants, maintenant on se questionne un peu plus si ce sont des simples jeux d'enfants ou est-ce qu'il n'y a pas du harcèlement. Donc aussi notre pensée a évolué là-dessus et notre observation. Mais en effet, les enfants évoluent énormément. Ils sont capables aussi maintenant d'accéder à des informations, à des images qui n'étaient pas accessibles auparavant. Donc, donc cet accès-là les rend parfois, enfin les plonge en fait dans des comportements qui sont au-dessus de leur réelle capacité, c'est-à-dire leur maturité et leur compréhension des choses. Et pour autant, voilà, ils y vont. Ils imitent parfois, voilà, ils se lancent dans des comportements violents aussi, sans comprendre l'impact de cette violence. pourquoi on harcèle aujourd'hui? Bonne question. Alors, je pense que ça demande peut-être plus de réflexion, mais en effet, il y a beaucoup de causes, énormément de causes. Il peut y avoir, ça part de, par exemple, ne pas se sentir bien, de se sentir mal dans la peau, dans sa peau, avoir un complexe d'infériorité ou de supériorité et ne pas réussir à le gérer, ne pas avoir les codes pour, à parfois une imitation aussi parentale. On a parfois des enfants qui ont tendance à harceler parce que ils évoluent aussi dans un contexte violent. Il y a aussi certaines pathologies qui entraînent des comportements un peu pulsionnels. Et dans ce cas-là, voilà, ils ont du mal à se réguler. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Merci beaucoup, Kimberley. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et vous tous. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Kimberley Leonati. Bonjour. Bonjour. Vous nous parliez en milieu de semaine donc, de ce travail qui est fait auprès des établissements scolaires avec l'espace santé jeune, où vous avez fait découvrir votre profession à des collégiens, des lycéens, des écoliers. À des écoliers, exactement. C'était principalement en école primaire, un peu partout dans le Grand Ajaccio, enfin Ajaccio et Grand Ajaccio. Et c'était avec justement toute l'équipe de l'espace santé jeune, très investie justement dans ce sujet. Alors, vous nous avez dit, vous leur avez posé la question, c'est quoi un psychologue? Ils vous ont répondu quoi? Alors, il y a eu des réponses en tout genre, bien sûr, mais donc j'ai eu le droit à la personne qui nous permet d'être heureux. Ah, c'est un beau compliment. C'est super. On ne fait pas ce métier pour rien. Exactement. Je dis merci beaucoup. Alors, j'ai eu aussi des enfants qui ont eu l'envie de dire, par exemple, moi je pense que j'en ai pas besoin parce que de toute façon,
Même mes parents, ils disent qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, ils sont directement allés sur le besoin et bon, voilà, en parlant aussi de ce qu'évoque la famille. Bon. Donc, dans ce Le cas-là, psychologue, enfin, justement, le vieil adage, hein, le psychologue, le psychiatre, c'est pour les fous, en fait. exactement. Voilà. Voilà. J'ai eu un enfant qui l'a dit. Non, non, madame, c'est pour les fous. Bon, alors, on va reprendre ensemble. Mais alors, c'était intéressant parce que ça m'a permis aussi un peu de détricoter les croyances, ce qui était l'objectif de fond, finalement. C'est de faire un retour sur leurs croyances, sur ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont compris, et y mettre des mots plus adaptés à l'enfant sur qu'est-ce qu'un psychologue et pour quelles raisons on pourrait aller voir un psychologue. Vous avez parlé du harcèlement aussi au cours de ces Tout à rencontres fait, avec les tout enfants. à fait. Tout à fait, on en a parlé. Parfois, ils ont pu aussi voir des documentaires, des films réalisés d'ailleurs par l'Espace Santé Jeunes et débattre. Ils ont pu participer aussi activement. Alors ça s'est fait avec certains collégiens aussi et primaires. C'est-à-dire, ils ont été acteurs, on va dire, de ce film documentaire. Donc ça a permis à certaines classes aussi de vraiment se poser des questions sur le harcèlement. Ça a permis aussi à certaines personnes qui ont changé d'école à cause de ça, d'en parler à leur classe, qui n'étaient pas spécialement au courant de pourquoi ils sont arrivés en cours d'année. Donc ça a quand même aidé à délier certaines paroles, certains mots, et à comprendre aussi qu'est-ce qui peut se passer aussi dans la tête d'un harceleur. Donc ce qu'on a évoqué hier. Bien. Où est-ce qu'on met le point pour définir le harcèlement? Beaucoup disent c'est la répétition. Alors, il y a en Ou effet est-ce que c'est le ressenti de... les deux. Alors, il y les a en deux. effet la notion de répétition. C'est important parce que le harcèlement, comme on l'indique justement, c'est justement cette répétition d'actes à visée, on va dire, négative, à visée parfois violente, qu'il s'agisse d'une violence psychique ou physique, ou physique. Et c'est important d'ailleurs de le noter. Le harcèlement, il ne se fait pas que sur un plan physique. Sur un plan psychique, ça existe énormément. On le voit par exemple à travers le harcèlement avec les réseaux sociaux, le harcèlement digital qui est quand même un harcèlement très, très toxique et très difficile, encore plus difficile d'ailleurs, à gérer. En dehors de ces cours d'empathie, Mhm. donc on va y revenir, vous pensez que la présence d'un psychologue, comme il y a une infirmière scolaire, est-ce que ça serait opportun qu'il y ait un psychologue scolaire qui soit dans chaque établissement? Est-ce que ça pourrait être des rendez-vous réguliers peut-être? Ça me semble nécessaire. Parce que ce genre d'atelier doit se faire, je pense, à deux, au minimum. C'est-à-dire avec quand même deux professionnels qui interviennent et observent l'un après l'autre pour pouvoir aller chercher aussi le non-verbal. Parce que, La posture, le exactement, regard. exactement. Parce que le verbal, c'est très intéressant et on va les faire verbaliser sur beaucoup de choses, mais d'aller chercher quand même le non-verbal chez tous ces enfants, ça me semble très très important. Parce qu'ils communiquent énormément en non-verbal. Et on va revenir sur ce que vous disiez en début de semaine, sans jugement, mais avec une véritable écoute. Exactement, sans jugement, avec une véritable écoute. Tout à fait. Tout à fait. On va terminer sur cet espace Santé Jeune. Quelles sont ses missions? Où est-ce qu'on peut le contacter? Est-ce que des parents peuvent y aller? Est-ce que des enfants peuvent y aller? Comment ça marche? Alors oui, vous pouvez les contacter. Ils ont une page aussi Instagram pour pouvoir être plus facilement accessible, avec beaucoup de missions. Donc ce serait intéressant en effet que les parents puissent essayer de les joindre voilà. Et demander directement avec eux voilà, quel type d'accompagnement ils peuvent leur proposer parce que c'est multiple et ils essayent justement d'apporter quelque chose de nouveau très régulièrement. Merci beaucoup Kimberley Leonetti d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci Vous à vous. retrouverez cette émission en podcast sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. À bientôt, merci.